Cette semaine, dans le balado, on passe devant un juge, on doit choisir avec qui passer l'éternité et on survit dans notre cave. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff. Salut. Est-ce qu'on doit dire sous-sol? C'est un anglicisme, sous-sol, la cave? Ouais. Non, maintenant c'est un basement. C'est sous-basement. Ça, c'est, ouais, ça c'est pas mal. Ça, mais ça avait l'air, pour mal. moi, sous-sol, c'est comme... Il est fini. Là. C'est fini, c'est... Ouais, alors que là, on est vraiment dans ouais, des traîneries. Battue, là. Tout, ouais, là. c'est Ouais, ça. Ouais. Donc, on reviendra avec les sorties de la semaine. Pas de... Oui, quand même un semi-blockbuster américain, disons ça, mais c'est qui sort, beaucoup okay. qui sort. Je pensais que tu disais qu'il y a une semi-grosse nouvelle. Il y a une énorme nouvelle. Oui. Mais en termes de sortie, on est beaucoup dans le cinéma international cette semaine, français même un petit peu plus. Mais oui, effectivement, grosse nouvelle qui est tombée ce matin. On en parlait quand même depuis quelques semaines, voire mois, des rumeurs concernant l'achat de Warner Brothers. Le studio était à vendre et chose faite, Netflix a officiellement déposé une offre qui a été acceptée par les deux entités. Là, il faut que ce soit évalué par la concurrence et le FCC, je pense. Exact. Ouais, effectivement. Donc, on s'attend que ça peut prendre un 12 à 18 mois avant d'avoir l'aval de la transaction. Okay. C'est quand même assez long. Donc, on parle d'une transaction de 72 milliards, mais c'est 82 milliards au total parce que Netflix va englober la dette de 10 milliards que Warner Brothers possède aussi. Donc, c'est pour ça que ça vient augmenter la somme de l'achat. Fait quand même, grosse nouvelle. Puis c'est qu'on sait rien. Parce que dans le fond, je veux dire, on sait rien, on sait que ça serait potentiellement acheté, mais là, les spéculations sont... Ben là, il y a... Les deux, c'est des plateformes de streaming, entre autres. Là, il y a aussi tout le réseau télé. Là, qui est à part, finalement. Okay, donc, Netflix met la main mise sur le studio Warner Brothers, donc le cinéma et HBO. Okay. Mais Warner Brothers Discovery, en fait, qui est la grande entité, est en train de se scinder en deux, de toute manière, cette année. OK. Donc, il y avait Warner Brothers Discovery et Discovery Global qui englobe tout la télévision, qui ne fait pas partie du deal. Okay. Donc, Discovery Global va continuer d'exister pour ce qui est les studios NBC, la chaîne NBC et Discovery, plein d'autres trucs. C'est ça. Fait que là, on se doute que Netflix va probablement avaler HBO, ramasser le catalogue, quoi que ce soit. Puis la grande question, pour nous, ce qui nous intéresse principalement, qu'est-ce qui va se passer sur le grand écran? Parce qu'on a un Warner qui fait des sorties, qui fait des grandes sorties, qui a des énormes films quand même dans les dernières années, qui a le catalogue DC, qui a eu Minecraft. Barbie. C'est ça. Je sais pas si ça va être une séquence, mais en tout cas... Écoutez, c'est sûr qu'il va y avoir une pression pour faire un nouveau film. Voilà, il va avoir un autre ils ont Christopher Nolan quand même. Non, il y a Universal à ce temps. Je me trompe tout le temps. Je me trompe tout le temps. C'est pour ça, Barbenheimer. Oui. Mais puis de l'autre côté, tu as Netflix qui mise que sur leur plateforme, qui font des sorties techniques des 2 semaines, juste pour faire de la pub pour leur plateforme. Fait quel modèle va être gardé? Est-ce qu'on va envoyer les meilleurs films Netflix sur le modèle Warner on leur fait des fenêtres cinéma qui ont du sens, ou on va prendre tout le catalogue puis on va l'avaler en disant ça sort un petit peu? En lisant un petit peu à travers ça, ils ont vraiment une volonté de garder Warner Brothers séparé de Netflix. OK. Par contre, en lisant un peu entre les lignes de ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent peut-être s'adapter, moi j'aime bien quand ils utilisent des mots, au modèle de sortie de fenêtre pour s'adapter aux besoins des consommateurs. Donc, entre les lignes, la fenêtre va se réduire. Exactement. Fait que ce ne sera peut-être pas des 2 semaines comme ils font souvent avec leurs films, mais moi je m'attends comme du 30 jours, 45 jours max. Là, puis effectivement, si des films ne fonctionnent pas, après 2-3 semaines va être offert. Là, c'est ça. Parce qu'il y a si on tombe là-dedans, c'est parce qu'il y a de cela plusieurs années. La fenêtre était super grande. Ouais. Et aussi, avant l'arrivée, quand tu étais vraiment d'inclus vidéo et des ventes physiques, là, le temps de l'impression, puis tout, il se passait des mois. Là, le film était à l'affiche des fois plus longtemps parce qu'il y avait aussi moins de sorties et tout. Là, des fois, c'était pratiquement 1 an entre la sortie cinéma et la sortie vidéo. Là, c'est ça. Ouais. Mais les films, c'était plus rare qu'ils faisaient juste 2 semaines. Là. C'était vraiment des échecs. Aussi, là. Souvent, c'était plus longtemps, mais c'était plus longtemps parce qu'il y avait moins de films. Il n'y avait pas de 9 films par semaine qui sortaient. Là. Il y en avait 2, 3. Fait que c'était plus raisonnable pour les mégaplex de garder les films très, très longtemps. Alors, c'était comme ça. Mais là, après, c'est devenu la fenêtre de plus en plus courte. Fait que là, c'est plus 2 campagnes. Avant, ça prenait 2 campagnes de mise en marché. Tu avais la grosse campagne cinéma, puis plus tard, tu avais la campagne vidéo, ramenez-le à la maison. Mais il y avait quand même des pubs télé pour dire
hey, ce film-là qu'on vous a parlé d'un an, Harry Potter, ben, à ce temps, vous pouvez aller l'acheter puis l'amener chez vous. Exact. Fait que là, ils ont dit, ben là, tant qu'à avoir 2 campagnes sur 10 semaines, ben, tu vas profiter de la première. Fait que quand les films, c'est ça, sont des flops, ben c'est pas long qu'on les voit arriver tout de suite. Pas sur les plateformes gratuites, ou en continu, ça, qu'on appelle, mais en location numérique à 25$ souvent, etc. Fait que c'est un peu ça. Donc, s'ils sont un peu sur ce modèle-là, c'est pas si pire, mais si c'est déjà, comme tu dis, peu importe succès ou pas, 30 jours, il est sa plateforme pour votre abonnement de 20$ par mois, là, c'est rough sur la vie de cinéma de tous les films. Ça va avoir un effet d'entraînement qui va diminuer de plus en plus les entrées d'argent puis rendre ça moins intéressant. Parce qu'il veut pas, il y a un effet sur des films, des gros films, des films populaires, faut que tu le vois maintenant. C'est toujours dans l'air du temps. On va parler de 5 nuits chez Freddy. Ben, ce film-là, il est hot à aller voir là au cinéma. C'est ça l'activité en ce moment. C'est moins dans... tu l'écouteras dans 3 mois. Ben, dans 3 mois, tu vas l'écouter puis tu n'en parleras plus à personne parce que tu ne serais pas en train de le vivre là au moment que ça sort. Puis Netflix a ce défaut-là encore plus. Toutes leurs productions qui vont directement sur la plateforme, on entend parler un raz de marée à la limite quand c'est un gros succès, là, un run de marée, mais pendant 6 jours. Puis après ça, c'est noyé par les autres sorties. Puis même si ton en-tête, tu le vois même plus, le gros film. Puis c'est comme au suivant. Comme si... Surtout les films. Au moins, les séries de télé, tu réussis à s'inscrire dans la culture pop. Puis ils ont vraiment des grandes séries. Mais en termes de production cinéma, effectivement... c'est des films de 200 millions. Puis 10 jours, c'est fini. Puis c'est ça. C'est comme s'il n'y a plus de valeur, puis etc. Puis c'est sûr qu'il y a quand même 5 ans, ce film-là, mais... Je me souviens, c'était à peu près à la même époque, là, quand il commençait à sortir, il y avait eu Michael Bay, là, Six Underground, là, genre 150 millions de dollars aussi. Puis, tu sais, il était en primeur là, sur l'entête là, de Netflix pendant 2 jours. Puis après, c'est fini. Puis je suis comme, c'est des abonnements mensuels, là, je peux pas croire que tu as payé tout ça. Ben, au final, ils ont l'air de faire de l'argent comme de l'eau, là. Mais, fait que j'espère dans tout ça, peu importe ce qui se passe sur les plateformes, c'est un peu normal qu'ils englobent. Puis ça, à la limite... Ben là, ici au Québec, ça va faire mal à Crave, là, mais c'est pas une mauvaise chose de réduire le nombre d'abonnements puis qu'il y ait une centralisation. Ils payent pour un gros catalogue, tant cinéma que télévision, parce que nécessairement, ils ont accès, même s'ils n'ont pas la chaîne NBC, ils ont accès à tout ce qui a été produit pour NBC. Fait qu'il y a entre autres de Big Bang Theory, fait que je me rappelle plus trop. Il doit avoir aussi Breaking Bad, ces je affaires-là. sais pas si c'était Warner ou Game of Thrones, entre autres, cet univers-là. Fait que bref. T'as raison, Breaking Bad, c'est peut-être pas ça. C'était peut-être Universal. Fait que voilà, grosse annonce quand même qui va... c'était peut-être Universal, mais en même temps, c'est eux qui avaient fait le film spin-off, c'était Netflix qui l'avait fait direct. Il l'avait peut-être déjà racheté par la bande. Peut-être. Je sais. Alors, on suivra ça au fur... là, comme tu dis, ça se peut qu'il n'y ait aucun changement pour 12 à 18 mois. Exactement. Mais j'ai hâte de voir si d'autres studios vont peut-être faire des mises en demeure... Comme quoi, eux n'ont pas réussi à leur présenter, soumettre à Warner une offre, parce que de ce que j'ai compris, dans les dernières journées ou 2, il y a comme eu une entente exclusive de négociation entre Netflix et Warner. OK. Et ça, je pense qu'au niveau du loi... Ouais, c'est ça, au niveau du loi du commerce américaine, c'est très complexe, mais je pense que tu as, en principe, le droit de soumettre une contre-offre, et en tout cas, bref... Fait que ça va être à suivre, assurément. C'est un peu jambon si ils font des deals de 80 milliards puis qu'ils tournent les coins ronds puis qu'ils font plein d'affaires de manœuvres illégales. Écoute les offres des autres puis refuse-les. C'est sûr, mais dans ce monde-là. Et il va y avoir surtout, on avait parlé de Donald Trump qui poussait très fort pour que ce soit son ami de Skydance qui soit acquéreur. Donc, est-ce qu'il va avoir, il va mettre son mot là-dedans? On va bien suivre ça. Ouais, il n'y a pas eu déjà. T'es pas sur Twitter, là, voir si le président a déjà écrit. Ouais, il va sûrement commenter ça dans la journée, j'ai l'impression. Sinon, autre petite nouvelle concernant Batman 2, qui, là, ça s'en vient comme un projet qu'on n'y croit pas. Ben oui, c'est Warner, restons dans la famille. Écoute, ça va faire, normalement, doit sortir en 2027, donc 5 ans. Il avait été reposé d'un an. Ouais, tout à fait. Le scénario a été complété cette année. Fait qu'il n'est pas en tournage encore? Pas en tournage encore. Normalement, il disait au printemps 2026, c'est la date qui vise. Mais là, ça commence à bouger un peu. Le scénario est approuvé et tout ça. C'est Matt Reeves qui l'écrit? Oui, Matt Reeves qui va réaliser aussi. Et là, on a compris dans les grandes lignes aussi que Zoe Kravitz ne reviendrait pas en tant que Catwoman. Donc, son personnage ne ferait pas partie du nouveau film. Très bizarre. Mais
qu'il y aurait un rôle pour Scarlett Johansson qui est en négociation. Alors, elle est rendue dans la maître des franchises. Donc, elle va être son Gremlin? Là, non, c'était dans The Exorcist. Ah oui, OK. Ouais, quand même. Donc, Scarlett Johansson, donc rapidement, si on pense à un legacy character, un personnage d'univers Batman, Poison Ivy, c'est le premier qui vient en tête, à moins qu'on nous surprenne avec autre chose, mais je pense que ça serait intéressant. Harley Quinn. Mais, ouais, en même temps, je pense qu'elle était trop présente, mais Poison Ivy, ça serait un choix qui pourrait être intéressant, mais je suis déçu quand même, parce que moi, j'avais beaucoup aimé Zoe Kravitz en Catwoman. Ouais, je sais pas si c'est parce que ça marche pas dans le scénario ou c'est elle que ça ne tente plus. On n'en sait pas plus. J'ai l'impression que ça va être plus une décision vraiment créative là, au niveau de l'histoire. Parlons de franchise aussi qu'on tente de faire revivre. La dernière fois, ça n'était pas la bonne. Men in Black. Oui. Donc, on aura un 5e volet. Donc, une deuxième tentative. Deuxième tentative. Est-ce qu'on ramène Will Smith et tout? Ben, écoute, la connexion est là parce que le scénariste sera Chris Bremner, qui est responsable des 2 derniers Bad Boys, donc d'avoir ramené cette franchise-là à la vie. Alors, la connexion avec Will Smith est très évidente. Donc, on verra bien. OK, ouais, il n'y a rien d'annoncé. Il n'y a rien dans lui. Il a toujours dit... Tout va dépendre du scénario, de la qualité du scénario avant de me commettre. Mais j'ai l'impression que Sony va vouloir pousser fort pour qu'il soit encore présent. Là, parce que la dernière fois, c'était Chris Hemsworth. Oui, Chris Hemsworth. C'était qui l'autre? Elle qui fait Valkyrie. Oui, c'est vrai, Tessa Thompson, c'est ça. Voilà. Ouais. Mais tu sais, le 3, qui date d'il y a 10 ans maintenant, à peu près. Là. Puis même peut-être plus. Peut-être plus, peut-être. 2011, je sais pas trop. Il revenait dans le passé. Là, fait que, Will Smith, lui, revenait, mais il était avec Josh Brolin qui jouait un jeune Tommy Lee Jones. Mais là où on en est, Tommy Lee Jones, il ne jouera pas plus. Non, moi je pense... Là, il va être vraiment à retraite. Ah oui, mais à la fin du film, je pense qu'il prenait sa retraite, puis il zappait, puis c'était... Ben en fait, à chaque fin de film, il prend sa retraite. C'est comme moi, j'ai l'impression dans que ça risque peut-être d'être Will Smith qui va jouer comme le mentor auprès d'un jeune, là, quelque chose de même. Michael là, B. Jordan. Ouais, c'est ça. Un semi-jeune. Ou est-ce qu'on va demander à Willow Smith de jouer avec son père? Oui, Jaden, Willow, c'est sa fille, hein, je pense que c'est ça. Ça serait bon, ça a bien marché à chaque fois qu'ils font jouer ensemble. Ben oui. Et dernière nouvelle qui va sûrement peut-être t'intéresser quand le film va sortir, parce que ta fille sera en âge de voir le film des Monsieur Madame. Ah ouais? Qu'on n'a jamais eu de film avec ça, quand même. Okay. Quand même une franchise qui a les droits de ça? C'est les producteurs de Paddington. Ah, OK. C'est britannique. C'est britannique, oui. Roger Hargreaves, qui était le créateur des Monsieur Madame, qui date de 1971, quand même. Donc, il y a 250 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est gigantesque. Oui, ben c'est parce que chaque personne qui en a un en a 10 aussi. Ben voilà, c'est ça. On veut la collection. En tout, c'est 90 personnages différents. Donc, fait que je pense que ça peut être un potentiel intéressant. Là. Ça pourrait faire un peu changement. Il y avait eu... Il avait fait une série télé, ils avaient adapté. Ça exactement, il y avait des petits dessins animés. Des petites capsules. Exact. Mais on n'a pas spécifié si on allait quand même un mélange de personnages humains avec les monsieur madame animés à la Paddington. J'ai l'impression qu'on va peut-être vouloir aller parce qu'ils disent qu'ils veulent vraiment faire quelque chose de singulier puis d'unique. Là. Fait que, mais peut-être. Écoute, peut-être que les monsieur madame vont venir dans le monde des humains et on va tellement ça. Ça fait des schtroumpfs pas mal. À suivre donc pour les monsieur madame, mais ce ne sera pas pour tout de suite évidemment. Allons-y avec les sorties de la semaine. Parce qu'il n'y avait pas de bande-annonce vraiment marquante. Non, ben il y a des films d'horreur, des affaires. On a vu que beaucoup de films quand même. Je dirais 4 qu'on a vus. Moi, je vais aller avec lui qui a été une grande claque pour moi, honnêtement. D'accord. On vous croit, de Charlotte de Villiers. Moi, j'ai mal écrit. Et Arnaud Dufez. Dufez. Ce sont des Belges. Oui. Alors, c'est pas trop étrange comme nom, mais en même temps, du jamais vu. Avec justement Myriam Akediou et Laurent Capelluto. Je les nomme pour ceux qui les connaissent. Mais en fait, ça ajoute beaucoup au film, je trouve, d'être belge puis de pas vraiment connaître ces noms-là puis ces faces-là. Ça rend tout ça encore plus crédible. Qu'est-ce qui se passe dans On vous croit? C'est, comme tu as dit, une claque d'en face. C'est un film très bref, à peine 1h20, un petit peu moins même. On suit une mère
extrêmement nerveuse avec ses 2 enfants, une adolescente puis un jeune enfant plus 9-10 ans, qui sont au palais de justice. Au tribunal de la jeunesse. Tribunal de la jeunesse, merci. Fait que, ils sont pas comme le tribunal comme nous, on connaît, avec des juges puis coupables. Là. C'est juste qu'ils vont aller pour une audience devant une juge qui va écouter leur dossier. Puis, comme la DPJ, finalement. Ouais, genre, et prendre une décision. Fait qu'après plusieurs années de travail législatif, un peu, ils se retrouvent là au tribunal de la jeunesse. Fait qu'elle, elle veut protéger ses enfants de voir leur père. Ça fait 2 ans qu'ils l'ont pas vu, puis elle l'accuse d'être même un violeur. Et, sur le garçon, en plus. Ouais, sur le garçon, donc de l'inceste. Fait que c'est comme une petite préparation de quelques minutes, puis après, la grosse partie du film, c'est qu'ils sont devant la juge, les enfants ont été mis de côté, puis là, tu vas entendre l'avocate du père, l'avocate de la mère, l'avocat qui représente un peu les enfants par rapport à la législation là-bas, puis après, le père qui a son mot à dire, puis la mère, puis la juge va comme dire « OK, je vais réfléchir avec tout ça ». Fait que c'est comme 5 monologues, genre, puis qu'on va voir les réactions des autres et tout. Fait que c'est pas un film qui est mouvementé dans l'action, c'est pas un thriller, c'est vraiment un drame judiciaire, mais qui est livré 100% par les performances des comédiens et surtout des comédiennes dont Madame Akedi. Oui, qui est à couper le souffle. Mais je dirais aussi la réalisation, elle est vraiment incroyable. La façon qu'on utilise le format d'image. Oui, le format d'image, beaucoup dans les gros plans, très statique, mais on entend beaucoup aussi de voix off. Donc, des fois, on a juste des réactions sur le personnage tandis qu'on parle hors champ. Moi, je le comparerais, je vais aller jusque-là, mais c'est comme le The Zone of Interest du drame judiciaire. Ben, peut-être. Je trouve qu'on a vraiment une réalisation très soignée, où on utilise le son. Puis ça, c'est le fun parce que ça fait partie des films. Je connaissais vaguement la thématique, mais je pensais pas qu'on allait assister à ce genre d'œuvre-là, de traitement comme ça. Et j'ai été renversé, comme tu l'as dit, par les comédiens, par le sujet aussi. La façon que tout a été écrit, les dialogues sont incroyables. Fait que je pense qu'on peut dire que c'est un film remarquable. En tout cas, moi, oui, puis c'est vraiment... Je pense qu'il va être dans mon top 10 de l'année. Je le place. Aïe. Mais est-ce qu'il le serait si tu l'avais vu en avril dernier? C'est ça qui est... Je pense que jamais, oui. Là, je pense que oui, c'est sûr que là, il y a l'effet de... Il est là, puis on s'approche de notre fin d'année. Mais juste pour la puissance du propos, la puissance de la mise en scène, l'exécution... Puis tu parles, on n'est pas dans le thriller, mais en même temps, il y a de la tension tout le long. C'est incroyable. Parce que nous, comme on est spectateurs, on est un peu comme la juge, c'est que avec leur plaidoyer, on prend connaissance de tout ce qui s'est passé, des événements, de qui dit vrai, lui dit ça, elle a dit ça, les avocats, les blessures qu'ils ont par rapport à tout ça. Fait que non, c'est super cool. Puis il n'est pas aussi... De la manière que c'est fait, il n'est pas frustrant. Des fois, comme il y a eu beaucoup de films procéduraux français, là, puis la manière que ça se passe à la cour, il y a beaucoup de se couper à parole, puis tout. Fait que là-dedans, non, c'est plus respecté. Là, c'est juste au niveau de l'écoute, mettons. Fait que non, c'est hautement efficace, ce film-là. C'est vraiment comme une petite perle. Là. Il ne doit pas jouer sur beaucoup d'écrans. J'espère qu'il va arriver, sinon, plus en ciné-répertoire, comme on dit souvent là, dans les cinémas, plus en région, au début peut-être de 2026. Vraiment, vraiment un très grand film, mais qui arrive un petit peu en cachette comme ça. Là. Exact. C'est un peu de valeur parce qu'il n'y a pas le prestige d'Anatomie d'une chute, mais si vous avez aimé Anatomie d'une chute, il n'y a pas de raison que vous n'aimeriez pas, on vous croit. On n'est pas exactement dans le même type, mais c'est du cinéma intelligent. Vraiment, qualifions ça comme ça. Là. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais en Belgique, il y a plusieurs... Des fois, il y a du flamand aussi, ça se peut-tu? Mais là, c'est en français, c'est ça. C'est pour ça, des fois, il y a des films belges qui sont flamands puis qu'on ne comprend rien. Là. Et ce qui est encore plus remarquable, imagine-toi donc, c'est leur premier film. Charlotte et Arnaud. Écrit et réalisé. Oui, et Charlotte n'était même pas dans le monde du cinéma. C'est une professionnelle de la santé qui a justement travaillé avec des victimes de violences sexuelles. Donc, elle a écrit ça avec Arnaud. Fait que c'est encore plus remarquable. Tourné en 13 jours. Ouais, OK. Et effectivement, la scène centrale, ça a été fait une prise. Fait que c'était comme un monologue, comme une pièce de théâtre, mais qu'on a capté à 3 caméras. Fait que ça fait qu'on peut jouer avec le montage, mais tout ça était one take pour que tout le monde ait leur réaction. Puis ils l'ont fait quelques fois. Exactement, c'est ça. Donc, ils n'ont pas été découpés. Et les avocats sont des non-acteurs.
Ah, OK. C'est des vrais avocats quand même. Ah, OK, c'est drôle. Ouais, fait que t'as un mélange de tout ça. Fait que Puis c'est hot aussi parce que souvent, j'ai l'impression dans les films, soit les avocats, ça va être vraiment un jeune coq, là, genre Ryan Gosling là, qui jouait dans contre Anthony Hopkins, là, comme le jeune avocat, mais qui a full d'avenir et tout. Ou c'est l'inverse, c'est comme... le vieil avocat désabusé un peu. Comment il s'appelle le français, le François... on l'a vu récemment... Cluzet. Ouais, François Cluzet, là, que c'est comme, c'est l'avocat de 65 ans qui n'a vu d'autres, puis tout. Ou ça va être son cas plus difficile. Mais là, c'est comme, tu sais, c'est l'histoire de la famille, puis c'est des jeunes, puis ils ont genre 35 ans, puis c'est pas un enjeu, là, on connaît pas leur vie plus que ça, mais tu vois qu'ils sont plus jeunes, puis il y en a qui ont l'air un peu plus maladroits là-dedans, ou tu sais... Plus coquille un peu. Soit ça, ou coquille dans le sens qu'ils pensent qu'ils savent de quoi ils parlent, mais là, quand ils entendent la réplique de l'autre, ils sont comme okay, ou la juge les remettent un peu à leur place, des fois. Là, fait que... Non, c'est vraiment extrêmement brillant. Puis c'est ça. Il porte très bien son titre, On vous croit, où justement, c'est par rapport à ce côté-là aussi de la justice, de dire hey, est-ce que ça vaut la peine de dénoncer? C'est tellement long. Puis c'est comme oui, mais en même temps, c'est ça le processus judiciaire. Puis, fait que, là, c'est en Belgique, mais c'est pas si différent de nous non plus là, par rapport à ces causes-là. Donc, absolument à voir, on vous croit. Ne ratez pas ça. Croyez-nous. Croyez-nous, oui. Croyez-nous c'est un bon sur film. parole. Allons complètement ailleurs, mais demeurons en Europe avec le nouveau Jean Dujardin, L'homme qui rétrécit de Yann Kounen. Oui, Yann Kounen, nom plus ou moins connu, mais c'est lui qui avait réalisé, entre autres, 99 francs, qui était un des gros succès de Dujardin début des années 2000. Oui, 2007 que j'ai noté, oui, quand même. Qu'est-ce qui se passe dans L'homme qui rétrécit? C'est l'adaptation du roman classique de science-fiction de Richard Matheson, qui est un Richard Matheson. Ouais. Qui est un des grands auteurs de science-fiction de son époque. Okay. C'est lui qui a fait Je suis légende, entre autres. OK, on parlait de Will Smith. Oui, tout à fait. Il y en a quelques-uns. Duel, il a écrit le Duel de Steven Spielberg, son mythique téléfilm. Il faisait partie de l'équipe de scénaristes de Twilight Zone. Fait que c'est une des grandes figures des années 50 et 60 de la science-fiction. Originalement de Shrinking Man de 1956. Donc, alors qu'il se baigne en mer, Paul, joué par Jean Dujardin, il est témoin d'une espèce de vortex dans le ciel, pas très très clair. Puis suite à ça, lui qui est propriétaire d'un petit chantier naval, puis qui est un peu en difficulté financière, mais qui a du bon temps avec sa femme et sa fille, va se mettre à comme rétrécir un peu, puis au début, pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai trouvé que ses chemises sont grandes, puis comme le personnel médical trouve rien, ils sont rien capables d'expliquer, puis rapidement, au fil des semaines, va juste rétrécir, mais proportionnellement et tout. Puis ça va devenir d'abord un enjeu avec sa famille, avec la réalité de tout ça. Il va arrêter d'aller travailler, qu'est-ce qui va se passer, et jusqu'à ce que ça devienne un enjeu parce qu'il va se retrouver prisonnier de son sous-sol, lui qui va éventuellement faire... je sais pas, quelques centimètres de haut et devoir combattre... Un millimètre même à la fin. Ouais, c'est ça, et combattre des choses qui sont... pas des dangers pour un humain normal. C'est comme un Honey, I Shrunk the Kids pour adultes. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis évidemment, c'est un film qui place quand même bien dans la manière qu'il est, tu sais, la carabine de Tchekhov, le fusil de Tchekhov, de genre, tout ce qui est installé au début du film, qui a l'air anodin, on se doute que lorsqu'il fera que quelques pouces deviendra un enjeu ou une difficulté. Non, fallait pas que tu laisses tel objet à tel endroit, ça va te revenir au visage, là. Mais qui pourrait savoir. Puis ce qui est singulier aussi, c'est que, oui, c'est un genre de drame d'aventure, un peu de science-fiction, parce que comment est-ce que ça peut arriver, mais après, le film n'est pas une enquête à comprendre d'où ça vient, c'est plus lui qui le vit. Puis il y a une narration par Jean Dujardin lui-même un peu de réflexion philosophique sur un peu l'homme contre la vie dans cette perte de repères existentiels et tout. Exact. Écoute, moi, j'ai passé un bon moment. Je trouve ça très agréable. Très accrocheur. Ouais. Puis visuellement, c'est bien fait quand même, parce qu'on sait quand même que les films français n'ont pas les budgets des films américains. Fait que ça aurait pu paraître un peu cheapette, mais vraiment pas. Je trouve qu'il y a un bon travail. CGI, oui, mais il y a aussi vraiment de l'utilisation de créer des petits objets en géant, puis là, après lui de le rétrécir, des jeux de perspective aussi au début, quand il commence à être juste un peu plus petit que sa femme et tout. Là. Et l'utilisation du son aussi, qui est quand même intéressant. On n'a pas oublié ce
petit détail-là. Fait que je trouve que c'est, au niveau technique, c'est un beau travail de Kounen. Je prends la balle au bon sur le son, mais la musique, là, si on l'inclut avec, de Alexandre Desplat, qui est justement, qui met vraiment cette espèce d'étrangeté familière. Là. C'est plus de l'ambiance et des trucs comme ça. C'est pas un grand verre d'oreille, là, la musique. C'est plus vraiment un... Je trouve qu'on trouve... C'est inquiétant. Comme... Oui, puis je trouve qu'on trouve ce sentiment-là de film de ces époques-là, fin des années 50, 60. Là, il y a un côté un peu funky à la musique là, qui détonne. Où les bandes annonces très genre un homme qui rétrécit d'une manière inconnue, genre et si cela vous arrivait, puis là t'as un petit extrait du truc là, j'avoue que ça doit être réfléchi de leur part. Et moi j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Yann Kounen et Jean Dujardin quand même pour le film. Alors vous pourrez lire ça, c'est déjà en ligne sur monciné.ca où on jase justement un peu des défis techniques de créer ce genre de film-là. Jean. Je l'appelle Bien sûr. Il est producteur du film. C'est lui qui a initié le projet. Oui, en fait, c'est ça. Fait qu'il n'est pas tout à fait producteur, mais c'était lui qui avait l'envie de refaire ce film-là. Fait qu'il en a soulevé au producteur du film. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, il y a eu un film américain en 57. Oui, c'est ça, de Shrinking Man, quand même un classique du genre. Donc, fait qu'il devait négocier avec les studios américains. C'est Universal, je pense, qui avait les droits. Puis ce qu'il mentionnait, c'est que pour eux, ils ne comprenaient pas l'intérêt des Français de refaire un film américain, parce que c'est très rare qu'on fait ça. C'est toujours l'inverse, en fait. On achète les droits de films internationaux pour les américaniser. Fait qu'on a jasé de différents trucs comme ça. Et aussi, à l'écran de Marie-Josée Croze, quand même québécoise, qui est maintenant du française d'adoption, mais qui quand même débuté ici sa carrière. Les deux avaient joué ensemble, entre autres, dans Un balcon sur la mer de Nicole Garcia. Je ne sais pas s'ils ont eu d'autres films ensemble. Non, mais ils se connaissaient quand même très bien, et c'était Jean Dujardin qui voulait justement tourner avec Marie-Josée Croze, donc c'est lui qui a suggéré à Yann Kounen et tout ça. Fait que bref, allez lire ça, mais si vous voulez passer un bon moment, un bon divertissement quand même, l'homme qui rétrécit. Tout à fait. Oui. Et il avait été présenté à Cinémania, je sais pas si j'ai oublié de regarder, je sais pas s'il avait gagné un prix ou quoi que ce soit. Je sais pas penser. Ça me fait rire parce qu'en 2016 aussi, Jean Dujardin a joué dans une comédie romantique avec Virginie Efira qui s'appelait Un homme à la hauteur. Où il jouait un homme qui faisait genre 4 pieds. Là. Fait que pas tout à fait nain, juste pour pas, j'imagine, être choquant, là, mais il l'avait rétréci digitalement, puis c'était ça, l'enjeu de sortir avec un homme petit. Fait que il est pas à ses premières supercheries d'écran pour rétrécir. Exact. Alors, basculons du côté américain pour l'autre sortie plus majeure de la semaine. Eternity de David Dufresne, que je ne connaissais pas. Je crois que c'est un premier film. Ouais, je pense que oui. Premier gros métrage comme ça, du moins. Je l'avais évoqué la semaine dernière. Je ne savais pas si on aurait le temps de le voir. Bien, je n'ai pas eu le temps de le voir, mais toi, oui Patrick. Fait qu'on rappelle, parce qu'il avait sorti dès le 26 novembre là, au Thanksgiving à Montréal, et là, il arrive le 5 décembre, un peu plus large partout en région. Dans l'au-delà, où chaque âme doit choisir avec qui passer l'éternité, une jeune femme va être déchirée. Oui, puis ils ont le luxe de choisir leur... quelle version d'eux, donc à leur prime, et non pas... Parce tout le monde n'est pas une personne âgée. On offre et on offre plein de versions de l'éternité aussi. Fait que tu peux choisir la façon dont tu veux passer ton éternité. Et là, non seulement il faut que tu la choisisses la façon, mais tu vas choisir avec qui. Parce que là, elle se retrouve... Là, il y en a qui attendaient depuis un certain temps, mais là, tout le monde est mort. Et que là, elle, jouée par Elizabeth Olsen, doit choisir entre Miles Teller, qui est celui avec qui elle a passé toute sa vie, ou le beau Callum Turner, qui était son amour de jeunesse, qui est décédé à la guerre. Guerre de Corée. En fait, qui ont été mariés même ensemble, comme 2 ans. Là. Mais qui n'ont pas eu d'enfants et quoi que ce soit, ce qu'elle a eu avec l'autre. Alors, elle va être un peu dans ce triangle amoureux-là de comédie romantique fantastique. Voilà. Drame sentimental aussi. Voilà. Alors, c'est toi l'expert? Ben écoute, moi j'ai bien apprécié, honnêtement. Je trouve que c'est une belle variation sur le thème du triangle amoureux, la façon que c'est amené. J'avais évoqué, je pense quand la bande-annonce était sortie, ou peut-être même la semaine dernière, que visuellement ça avait l'air intéressant. Très coloré. Ouais, c'est ça. Esthétiquement, c'est parce qu'on n'est pas dans le paradis, ils appellent ça la jonction, fait que c'est juste avant qu'on choisit justement notre côté où on va aller passer notre éternité. De très bons gags aussi quand même, de l'humour, justement
avant, je parlais de la façon que tu peux choisir de vivre ton éternité. Donc, ça peut être, on les voit, c'est comme une foire, finalement. Ah, avec des stands. Avec des stands, les gens vendent leurs trucs. Alors, tu peux passer juste dans un monde de bromance, dans un monde capitaliste, un sans hommes. Il y a vraiment ça, il y a une belle petite recherche à ce niveau-là. Ça, c'est très, très drôle. Mais la magie du film opère par les trois comédiens qui sont vraiment très bons. Elle a refait comme des dates avec eux un peu pour se faire une idée. Plus avec le premier, avec lui qui est décédé. Là, j'ai oublié, Jack, non? Je sais pas le nom des personnages. Callum Turner. Ouais, c'est ça. L'autre, c'est Larry. Juste pour voir justement, est-ce que après, ça fait 65 ans que lui, il attend qu'elle décède pour se retrouver. Ah, ouais. Okay. Donc, est-ce que je suis encore en amour avec? Parce qu'on sent qu'avec son présent mari, qui est joué par Miles Teller, il y a comme un amour, mais c'est pas une passion, tu sais. Alors que là, c'était vraiment un amour passionnel. Fait qu'il y a tout cet enjeu-là aussi. Qu'est-ce qui fait que c'est l'amour? Qui ont vécu quand ils étaient vivants, ils étaient dans quelle période? Sont-ils morts comme en 2025? Ah, aujourd'hui, oui, tout à fait, oui. Okay. Parce qu'au début, on les voit justement en couple âgé et tout ça. Fait que bref, vraiment un drame sentimental avec de l'humour très, très original, très bien écrit, bien joué. Je pense que vous pouvez y aller chaudement si ce genre-là vous attire, évidemment. Mais je pense que la personne qui vole le show, c'est Divine Joy Randolph, qui était dans The Holdovers. Là-dedans, est une force tranquille, pas flamboyante. Elle est comme une employée exact, de tout ça. Oui, parce que donc chaque personne est assignée un officier un peu là, qui se charge de ton cas et qui va t'accompagner là-dedans. Et elle est très, très bonne. Il y avait des comparatifs quand même un peu avec l'émission The Good Place. Oui, que j'ai pas vu, mais je pense effectivement il y a un twist dans The Good Place puis tout, mais plus cette esthétique-là d'entre-deux puis de test, puis la manière des décors, puis la coloration, puis le faux, mais qu'on accepte que c'est du faux. Là. Ouais. Parce qu'eux aussi, ils savent que c'est l'éternité, mais c'est pas le réel. Ils sont plus dans le monde réel, ils sont décédés. Puis même dans la jonction même où ils vont séjourner le temps de faire leur choix, ils sont comme dans une chambre d'hôtel. Mais c'est un faux décor de temps, de nuit, jour, juste pour continuer de s'acclimater, mais finalement, ça n'existe plus. Fait que non, c'est vraiment bien Ils jouent pensé. à être en vie, mais ils ne le sont plus. Ils ne sont plus, effectivement. Est-ce qu'ils mangent? Non. En tout cas, je ne les vois pas manger, mais ils boivent parce qu'il y a une scène de bar. Fait que, ça consomme quand même. D'accord. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'un des endroits où on peut aller vivre notre éternité, c'est tu peux filmer tout le restant de tes jours, finalement, parce que t'as déjà été... T'as plus de cancer, t'as déjà décédé du cancer, fait que tu peux l'attraper une deuxième fois, là, tu sais, fait que c'est très drôle. Fait que voilà pour Eternity. Je vais essayer si j'ai le temps. Oui, je pense que tu vas aimer ça. J'étais un peu sceptique du film, mais tu me convaincs. Fait que, et allons-y, retournons en France donc pour le dernier de la semaine qu'on a eu la chance de voir tous les deux. Dalloway de Johan Gosland. Yann Gosland. Excuse-moi, j'ai écrit mal cette semaine. Un suspense de science-fiction. On est pas mal dans science-fictionnel cette semaine. Oui, quand même. On va être à Paris dans une pandémie, là, pas nécessairement celle qu'on a connue. Peut-être que ça a inspiré son écriture, cela dit. On va suivre une écrivaine endeuillée, en deuil de son fils, en fait, qui s'est enlevé la vie, qui a une panne d'inspiration, elle ne sait plus comment écrire, fait qu'elle va intégrer une résidence d'artiste qui est comme contrôlée puis opérée par intelligence artificielle, donc Dalloway, qui est le nom de son assistante, qui va l'aider à travailler, à avoir une routine pour l'inspirer et tout. Puis au fil que j'ai oublié de noter son nom, mais en tout cas, le personnage de Cécile de France va comme échanger avec d'autres voisins, dont un qui est un peu plus suspicieux, va commencer à trouver ça étrange, leur façon de vivre, puis de comme couper les ponts et cette pression un peu de la machine et de l'intelligence artificielle. Et la pression, un peu la création, parce qu'elle doit remettre des textes et tout, c'est ça. Parce que c'est l'échange pour être là, c'est qu'il faut que tu produises des œuvres, on va t'encadrer là-dedans. Fait que c'est donc un suspense. Qu'est-ce qui se trame derrière tout ça? Un peu un suspense de conspiration. Un thriller paranoïaque, comme on dit à certains endroits. C'est une bonne prémisse, c'est un bon scénario. On en a eu plusieurs, des idées sur les dérives de l'intelligence artificielle. On a eu dans des bons et des moins bons films.
il y a un bon traitement aussi du deuil maternel, de cette forme de culpabilité, parce que son fils s'est enlevé la vie, fait qu'on ne comprendra jamais exactement pourquoi, même s'il a laissé des lettres ou des choses comme ça. Fait que c'est ce qui vient inspirer sa nouvelle œuvre, donc qui nourrit son chagrin, si on veut. Et très bonne Cécile de France, qui est justement toujours un peu aux aguets là-dedans, dans ce film-là, que j'ai beaucoup apprécié. Yann Gozlan, son plus gros film, c'était Boîte Noire, quelques années, avec Pierre Ninet, en 2021-22, ces années floues, justement, de la pandémie, où les films sortaient un petit peu en retard, qui était sur, justement, il est toujours dans les genres de conspiration, où là, c'était dans le milieu aéronautique, là, avec des boîtes noires, justement, des tests d'avion, puis de la magouille, des enveloppes brunes. Il y a eu Vision, il y a 2 ans à peu près, qui était quand même moins réussi sur une espèce de paranoïa avec, j'ai oublié, l'actrice allemande française, d'abord, Diane Kruger. Oui, que moi, j'avais pas vu Vision. Moi, je croyais que tu l'avais vu. Okay. Je me rappelle pas. En tout cas, c'était trop long. Ouais. C'était aussi une paranoïa, puis d'avoir perdu la mémoire, puis de conjoint disparu, là, ou d'amant mort, ou quelque chose de même. Puis, fait qu'on se retrouve ici, son autre film, encore thriller et tout. Fait que. Ouais, moi, j'ai trouvé ça encore là très sympathique pour ce que c'est. Comme tu l'as dit, l'intelligence artificielle est vraiment au cœur de beaucoup de films, puis il va l'être pour 2026. Si on se fie à certains titres apparaître, mais je trouve l'approche ici très, très réaliste. On est dans une science-fiction, mais très près de chez nous. La façon qu'elle est utilisée, la technologie. Fait que visuellement, esthétiquement, encore là, un film intéressant. C'est pas du futur. On ne sait pas exactement quand on est. Là. Il y a beaucoup de drones à l'extérieur, des trucs. Là. C'est un futur proche. Oui, très proche. Il fait penser peut-être à Gattaca, là, un vieux film qui était ouais, c'était bon, ça. Fait que encore là, passer un bon moment. Cécile de France, elle est très, très bonne. Fait que voilà, peut-être un peu de longueur, comme tu dis. Ça aurait pu être un genre de film aussi qu'on aurait pu. Ouais, c'est comme 1h55, puis ça aurait été hot en 1h45, 40, ça, exact pour le genre. Juste garder un petit peu plus de tension, mais il fait ça sur tous ses films. Ouais, même Boîte Noire, qui était super bon, il était comme 2h10, puis c'était comme un peu trop long. C'est ça, il prend le temps de prendre son temps, comme on dit. Ouais. Puis c'est pas toujours payant, là, je trouve, mais c'est son esthétique. Fait qu'il y a peu d'écrans, je pense, qui l'ouvre en ce temps pré-Noël où il y a énormément de films, mais c'est pas tout le monde qui a de la place pour tout ou qui prend des chances en essayant certains films. Fait que oserez-vous prendre votre chance? Prendre la chance. Autre grosse sortie qu'on n'a pas vue parce que je crois plus qu'on est le public cible. 5 nuits chez Freddy 2, Five Nights at Freddy's 2, FNAF pour les intimes, de Emma Tammy. C'est elle qui avait fait le premier film. C'est un dérivé d'un jeu vidéo. Un petit jeu vidéo genre point and click, je pense, d'horreur qui fait des jumpscares avec des animatroniques possédés. Alors, dans le premier, il était dans cette fameuse vieille pizzeria-là, puis il y avait des problèmes. Il fallait qu'il reste là, puis il était un peu poigné là avec Josh Hutcherson, qu'on avait connu entre autres par les Hunger Games. Puis là, c'est la suite. Fait que c'est une raison pour faire de l'argent quand même, là, d'avoir remis ce film-là. Il est, ce qu'on dit, à la hauteur du premier, donc c'est horror flick pour ados. Le temps de quelques week-ends. Le premier avait été un méga hit là, qui avait surpris tout le monde en faisant un genre de 80 millions au premier week-end, mais qui avait chuté tout de suite après au deuxième à genre 10-15 millions, une chute de 80%. Fait que là, on prévoit que le boom ne sera pas aussi gros, donc les attentes sont moins hautes quand même du côté de Universal et de Blumhouse. Pour les amateurs du Quentin Tarantino-verse, il a collé ces deux films ensemble parce que c'est ce qu'il dit depuis le début, que Kill Bill 1 et 2 ne font qu'un film, et c'est à cause de la durée qu'ils avaient coupé en deux. Quand même un changement de ton drastique entre les deux, cela dit. Oui, vraiment. Mais Kill Bill, The Whole Bloody Affair, donc toute la saga, avec un petit bonus de dessin animé de je sais pas exactement quoi, ça prend l'affiche dans certains cinémas en anglais seulement. Encore là, c'est pas tous les cinémas qui peuvent se le permettre. Les exigences, je pense, pour le projeter sont assez intenses pour un film quand même niché comme ça. Là. Fait que, et aussi long aussi. Ben, c'est ça, exactement. C'est que c'est très long, c'est juste en anglais. Il faut le jouer en salle pleine. Fait que c'est pas tout le monde qui pouvait se le permettre. Fait que ça se peut au total, ça fait quoi? 4h30? Il y a 4h35, je pense. Fait que c'est pas tous les cinéphiles qui vont être au rendez-vous, là, puis cinéphiles dans le sens large du terme, en plus des films de 2003 et 2004 là, qui ont 20 ans déjà. Fait que
Voilà, fait que peut-être, si j'ai le temps, j'irai voir ça, mais j'en doute. J'essaie d'aller voir Eternity d'abord. Il y a la comédie familiale animée Le Falcon Express, car il n'y a pas que Zootopia. Non. C'est un essai animé français, et les Français ont cette grande qualité de faire des films d'animation de grande qualité pour pas cher. Parce qu'aux États-Unis aussi, il y en a en cinéma parallèle, mais on est quand même dans les gros majors américains beaucoup. Puis en Europe, ils sont capables de faire des affaires assez cool en général. Fait que très sympathique ici, c'est un raton laveur, c'est juste des animaux. Raton laveur qui veut aller voler dans un train la nourriture pour ses amis pour faire un festin de Noël. Fait que je le savais même pas, c'était un film de Noël, mais après ça, ils sont comme dans le sud de la France, il n'y a pas de neige, il n'y a pas d'arbre de Noël, c'est juste qu'ils racontent ça. Fait que ça en fait un film de Noël. Mais finalement, le train va être pris un peu d'assaut et commandé par un méchant blaireau. Fait que là, lui, il va essayer de... avant que les humains embarquent dans le train. Fait qu'il y avait juste tous les animaux dans leur cage qui avaient été mis, puis les bagages, puis les humains allaient entrer à bord, puis là, le train part. Fait que là, ce raton-là, il va s'aider d'un chien policier, puis de plein d'autres pour arrêter ce train avant qu'il y ait un grand désastre et qu'il crash quelque part. Fait que c'est des animaux, mais dans un monde humain. Voilà. Très, très sympathique. Falcon Express. Puis c'est français, mais c'est pas trop franchouillard là, dans ses dialogues et tout. Ça s'écoute super bien. Fait que ça prenait l'affiche aujourd'hui, le 5 décembre, dans quelques cinémas. Et pour les fans d'animé japonais, là, après, c'est un gros automne d'animé. Oui, hein, on a comme un ou 3 semaines. Non, un peu plus, aux 6 semaines. Ils ont le temps à peu près de runner. Là, c'est Jujutsu Kaisen Execution, qui là, est pas un spin-off, mais bien dans la tradition, les 3 premiers épisodes de la fameuse saison 3, qui est à venir en janvier pour les amateurs de Jujutsu Kaisen. Donc, une avant-première, finalement. Oui, exactement. Mais souvent, c'était ça, les animés au cinéma. Oui, c'est des regroupements. Puis c'est juste que dernièrement, là, les 2 qu'on a eu de Chainsaw Man puis Demon Slayer, là, c'était comme des genres de spin-off, là, des arcs de personnages différents. Voilà. Vous avez peut-être remarqué, les plus adeptes de cinéma, que L'Agent secret, le film brésilien, prend l'affiche à Montréal, mais il sera en sortie plus large, comme c'est la tradition ces temps-ci, la semaine prochaine. Alors, on a très hâte de le voir et d'en discuter, bien qu'il dure un bon 2h40, je pense. Oui, c'est un petit défi. C'est lui qui représente le Brésil, il représentera le Brésil aux Oscars. Le Brésil l'a soumis, mais on n'a pas encore la courte liste. On ne sait pas s'ils vont être invités à aller à la cérémonie. Écoute, mais à Cannes... Il risque d'y avoir un doublé, par exemple. Il risque d'y avoir un doublé pour le Brésil, si on se fie au buzz. Parce que c'était pas eux qui avaient gagné l'an passé, le film international. Oui, c'est vrai. Je suis toujours là, c'était brésilien aussi, c'est vrai. Mais à Cannes, en plus, il a gagné le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation masculine. Alors, bien hâte de découvrir ça. Je suis quand même un gros fan de films... internationaux comme ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour nous contacter, comme d'hab, écrivez-nous balado@monciné.ca et suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations et pour aller lire ton entretien avec Yann Kounen et... C'est ça, Kounen? Yann Kounen et John Dujardin. Bien sûr. Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et si jamais vous baignez et vous voyez des nuages suspicieux, c'est peut-être temps de sortir de l'eau. Puis, restez pas là. Non. Sortez.